Qu'est-ce qui se passe? On a le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis et un deuxième protocole entre Israël et le Liban qui vise en gros à neutraliser la première clause de celui entre l'Iran et les États-Unis. La situation est assez compliquée et beaucoup de gens disent que c'est une sorte de pause, une préparation avant de reprendre la guerre. Même J.D. Vance, que beaucoup considèrent comme opposé à la guerre, a dit hier dans un podcast que, selon lui, les États-Unis se préparent en réalité à une nouvelle phase de conflit. Et voici ce qu'a déclaré J.D. Vance. Je pense que ce que le président nous a demandé de faire, c'est d'utiliser ce protocole d'accord pour, en quelque sorte, relancer l'économie mondiale du pétrole. Oui. Refaire un peu les stocks, puis voir où on en est. C'est en gros ce qu'il a dit hier. On a appris, grâce au Wall Street Journal, que Donald Trump avait de nouveau été informé de tous les sujets liés à une guerre contre l'Iran. Et quand on parle des chiffres, je pense que vous êtes l'un des analystes les mieux informés dans ce domaine. Alors, si on regarde la réalité du terrain, où en est-on aujourd'hui en tenant compte des deux camps, s'ils décidaient de reprendre la guerre? Eh bien, je pense que l'un des faits les plus importants dont je vais parler aujourd'hui, c'est que les systèmes de défense aérienne, en particulier le Patriot et bien sûr l'Iron Dome aussi, n'ont aucune capacité, je le souligne, aucune capacité à faire face aux missiles balistiques iraniens qui représentent la principale menace. Donc, si l'Iran revient à une guerre de représailles avec des missiles balistiques, il n'y a rien que les États-Unis ou Israël puissent faire pour arrêter ces attaques. C'est une affirmation très forte que je fais là, et je pense qu'il est absolument essentiel que le public, et d'ailleurs les décideurs politiques américains, comprennent bien ce point. Ce qu'on a affirmé à tort à plusieurs reprises, c'est que le taux d'interception du Patriot serait de 90% ou plus. C'est absolument faux. Et ce que je vais démontrer, c'est que non seulement c'est totalement faux, mais que j'ai des données concrètes qui le prouvent. Donc c'est un épisode très important pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre quelles sont les capacités défensives des États-Unis et d'Israël face à une escalade dans laquelle les Iraniens lanceraient leurs missiles balistiques sur des cibles du Golfe Persique et d'Israël. En fait, ce que je vais montrer, et je vais donner des chiffres, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, à savoir un taux d'interception proche ou supérieur à 90%, et je veux bien insister là-dessus, les données montrent qu'en réalité, le Patriot a un taux d'interception de 2 à 3% seulement. C'est aussi choquant que ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe, en 1991. À cette époque, mon collègue George Lewis et moi, on avait mené une étude très poussée sur les vidéos tournées par la presse, montrant les Patriots et les Scud. Un Scud, c'est une cible difficile à intercepter, mais pour des raisons un peu différentes de celles des cibles iraniennes. En réalité, les cibles iraniennes sont encore plus difficiles à atteindre. Et à l'époque, le Patriot n'avait que l'intercepteur PAC-2. Je vais expliquer la différence entre le PAC-2 et le PAC-3. L'intercepteur PAC-2, lui, a échoué de façon catastrophique. Et comme aujourd'hui, la défense antiaérienne de l'armée et le contractant, c'était Raytheon. Aujourd'hui, ce sont Raytheon et Lockheed Martin qui, à l'époque, mentaient ensemble sur les performances du système Patriot pendant la guerre du Golfe, en 1991. Cette année-là, ils affirmaient encore un taux d'interception supérieur à 90%. Or, notre étude a montré que le taux réel d'interception était presque certainement nul.
Autrement dit, ils n'avaient probablement pas intercepté une seule ogive de missiles Scud. Cette étude que nous avons menée a été contestée à la fois par le sous-traitant et par le gouvernement américain. Et ça a donné lieu à une confrontation énorme où littéralement le sous-traitant a menacé ma vie. Pour moi, ça a été une expérience vraiment marquante. Alors, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'affection pour Raytheon. Et ils ont essayé de salir mon collègue et moi en prétendant que nous avions trafiqué les vidéos. Bref, on a traversé toutes ces épreuves et au final, on a été reconnu comme ayant entièrement raison. En 1996, 3 ans après notre article principal, un papier a été publié par l'American Physical Society. Cette société avait mis en place un comité pour examiner notre analyse et ils ont conclu, sans aucune ambiguïté, que, d'ailleurs mettons la diapositive numéro 2, je vais lire à partir de là puisque je ne l'ai pas sous la main. L'American Physical Society a constaté, c'est ici en jaune, qu'il existe une contradiction totale entre les résultats de l'armée sur les performances du système Patriot, 96% pendant la guerre du Golfe pour toutes les interceptions, et les résultats basés sur les données vidéo. En d'autres termes, notre analyse des données vidéo a montré, presque à coup sûr, un taux d'interception de 0%, alors que l'armée et Raytheon affirmaient un taux de 96%. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation, sauf qu'on parle de l'intercepteur PAC-3 et non du PAC-2. Et si on regarde la deuxième conclusion principale du résumé de cet article, celui de l'American Physical Society, on y lit que les enregistrements vidéo contiennent des informations importantes sur les performances du Patriot pendant la guerre du Golfe et que l'armée aurait dû utiliser ces vidéos dans ses études sur les performances du système. Donc je réaffirme maintenant que les données que je vais vous montrer, les vidéos, contiennent des informations essentielles qui démontrent que le système fonctionne avec un taux d'interception de 2 ou 3%. Mais maintenant, on parle de la guerre du Golfe de 2026, pas de celle de 1991. Et cette fois, il s'agit du Patriot PAC-3, l'intercepteur modernisé, pas du Patriot PAC-2, celui utilisé pendant la guerre du Golfe de 1991. Alors, si on passe à la diapositive numéro 4, je voudrais montrer au public une série d'images extraites de la vidéo, les vidéos que je vais présenter, qui permettent de comprendre comment on peut déterminer qu'une interception réelle d'un missile balistique iranien a bien eu lieu. Le missile balistique cible numéro 1 n'apparaît même pas dans l'encadré numéro 1. Il est trop faible pour être visible. Et ce qu'on voit dans l'encadré numéro 2, c'est le résultat d'une interception par un Patriot PAC-3, la version plus moderne de l'intercepteur Patriot. Ce que vous voyez, vous ne voyez pas de traces de l'intercepteur Patriot PAC-3, mais ce que vous voyez, c'est l'impact du Patriot PAC-3 sur le nez d'un missile balistique iranien et la détonation de l'ogive de ce missile. Et comme cette ogive contient un explosif très puissant, elle produit un éclair de lumière absolument énorme. On le verra d'ailleurs dans les vidéos. Cet éclair intense vient du fait que les explosifs de l'ogive atteignent, pendant un très court instant, environ 5000 degrés Kelvin. À titre de comparaison, la surface du Soleil est à environ 6000 degrés Kelvin. Et 5000 degrés Kelvin, c'est déjà suffisant pour remplir tout l'écran de lumière, non seulement celle qui vient directement de l'explosion, mais aussi celle qui est diffusée tout autour. Vous voyez, c'est une détonation vraiment, vraiment, vraiment intense. La lumière sort et se diffuse vers l'avant dans la caméra, et ça sature complètement les pixels. Du coup, tout le cadre vidéo est illuminé. 1 ou 2 images plus tard, en fait, juste une image plus tard,
Dans l'incrustation numéro 3, tout devient beaucoup plus sombre et on voit une boule de feu bien plus petite. En réalité, elle a à peu près la même taille que celle qu'on voyait à la deuxième image, mais elle est beaucoup moins brillante. Elle tire un peu sur le rouge parce qu'elle est plus froide. Sa température est bien plus basse, peut-être 2 ou 3 000 degrés Kelvin. Donc la quantité de lumière émise est bien moindre et la lumière diffusée autour de la boule de feu est beaucoup moins intense. Résultat, elle ne sature plus complètement les pixels à l'extérieur de la silhouette de la boule de feu. Si vous regardez l'image de la vidéo dans l'encadré numéro 4, vous pouvez voir que la boule de feu semble un peu plus grande. Ce n'est pas une illusion. En réalité, ce qu'on voit, c'est que lorsque la boule de feu explose au tout début, la lumière est tellement intense qu'elle sature tous les pixels. En se refroidissant, on commence à distinguer le contour des gaz brûlants issus de l'explosion, mélangés à des particules d'oxyde solide, parce que l'explosion en produit énormément et ces particules sont très chaudes. Donc à l'encadré 4, on observe l'expansion de cette masse de particules incandescentes. Le diamètre de la boule de feu semble donc s'élargir un peu. Puis, comme on le voit dans l'encadré 5, le diamètre paraît se contracter légèrement.